mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection avec moi ce dimanche pour mener l'entretien d'Ambabou depuis New York. Bonjour. Bonjour, Bayomar. Alors, notre invité, Chernion, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur depuis New York. Monsieur le ministre, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour, Bayomar. Alors, Monsieur le ministre, vous étiez aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Alors, dites-nous, quels enseignements principaux le Sénégal peut-il tirer de cette session? Voilà, je vous remercie, Bayomar. Vous avez bien raison d'indiquer que c'est la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je pense qu'il est important d'évoquer le thème qui a été retenu. Et le thème, c'est Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Donc, c'est un triptyque qui intéresse non seulement l'Afrique, le Sénégal et l'Afrique, mais qui intéresse le monde, parce qu'il s'agit d'une démarche collective à aborder pour voir quel est le bilan qui a été fait, quels résultats ont été obtenus depuis que l'ONU a été créée, quelles sont les difficultés qui sont en cours, quels sont les correctifs à apporter. Et je pense que de ce point de vue-là, on a pu entendre la déclaration du chef de l'État qui a rappelé le pacte fondateur de l'ONU, qui tourne autour de certains principes, les principes de paix, de sécurité collective et des droits de l'homme. Et l'occasion a été saisie par le président de la République pour mettre en perspective donc ces 80 ans. Alors, un diagnostic a été fait, et c'est un diagnostic qui a été d'ailleurs partagé par plusieurs chefs d'État et délégations, chefs d'État et de gouvernement. Et ce diagnostic porte en principe sur les crises et les dérives. C'est ainsi, par exemple, que le terrorisme a été abordé, l'expansion du terrorisme, les conflits anciens et les conflits nouveaux. Le dérèglement climatique aussi a été abordé, la crise économique a été abordée, et le recul de la solidarité internationale, le recul du multilatéralisme. En même temps aussi, on a parlé aussi de la course aux armements, y compris aussi de l'expansion de la cybercriminalité. Il a aussi été dénoncé les injustices et cette triste réalité de deux poids, deux mesures qu'on constate de plus en plus dans l'ordre international. Donc voilà ce qui a campé un peu le débat de ce thème qui est un thème de mobilisation, non seulement un thème de bilan, mais un thème de mobilisation, un thème de remobilisation. Alors, dans un monde dominé par les grands ensembles, je parlais de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, de la Cour de justice de la CEDEAO, de la Cour de justice de l'UEMOA, Cour internationale de justice, entre autres. Dites-nous, Monsieur le ministre, quelle est la place politique du Sénégal? Bon, la place politique du Sénégal, c'est de chercher à peser dans les décisions qui sont prises au niveau de ces instances. Et en le faisant aussi, le Sénégal pense qu'il est important qu'on remobilise, en tout cas qu'on fasse en sorte que ces instances puissent fonctionner de façon optimale. Nous constatons un déclin du multilatéralisme, un déclin, disons, de l'engagement des États dans beaucoup de ces institutions. Je pense donc qu'il est important que le Sénégal marque en tout cas son rang, qui est un rang, n'est-ce pas, de respect des priorités donc dans ces organisations. Et je pense que si on peut retenir, par exemple, les principaux points sur lesquels, en tout cas, le Sénégal doit s'investir, et points qui ont été relevés dans l'allocution du chef de l'État, nous avons la notion de paix et de sécurité. Nous voyons, par exemple, que l'Afrique est confrontée à des conflits, à du terrorisme, à des instabilités. Vous connaissez bien la situation délétère qui règne au niveau de notre sous-région. Aussi, toujours dans le domaine de la paix et de la sécurité aussi, je pense qu'un plaidoyer fort a été fait par le chef de l'État qui est pour un financement prévisible et durable des opérations de maintien de la paix.
Et surtout, puisque nous sommes Sénégal, nous sommes en Afrique de l'Ouest, je pense qu'il y a un appel qui a été fait pour une solidarité réaffirmée avec les pays du Sahel. Un autre point important aussi pour les priorités du Sénégal, vous savez que le Sénégal préside depuis 1975 le comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Le Sénégal a condamné cette tragédie, la tragédie qui sévit actuellement à Gaza, a réaffirmé le droit inaliénable du peuple palestinien pour une existence vraiment viable et libre, d'un État viable et indépendant. Et donc, c'est un combat aussi qui figure parmi ceux que nous avons. Et comme je l'ai dit, suggéré tout à l'heure aussi, le Sénégal a insisté pour qu'on ravive, pour qu'on réveille un peu ce multilatéralisme qui est en train de décliner, de donner plus de poids et de force à la gouvernance mondiale, de faire en sorte que ce multilatéralisme-là retrouve, n'est-ce pas, sa force d'antan, soit revitalisé et surtout soit fidèle aux principes fondateurs. En même temps, en le faisant aussi appeler à la réforme de la gouvernance mondiale. Réforme du Conseil de sécurité, réforme aussi des institutions de Bretton Woods, donc réforme à des niveaux différents, au niveau politique, au niveau économique, au niveau financier. Et comme je l'ai dit, quand on parle aussi de réforme, il faut commencer d'abord par le Conseil de sécurité. L'Afrique a une position commune avec le consensus des îles Unis pour une représentation digne, pour une représentation équitable de l'Afrique au Conseil de sécurité. Là aussi, c'est un combat qui doit être mené. Alors, avant de donner la parole à Dambabou, une question. Au début de l'alternance en 2024, Monsieur le ministre, les nouvelles autorités de l'État ont voulu redéfinir la carte diplomatique du pays, en commençant par les partenaires traditionnels. Je veux parler de l'Arabie Saoudite, je veux parler également de la France. Mais aujourd'hui, quelles leçons devront tirer en parlant de l'affirmation d'une politique souverainiste? Quel est l'état de la politique étrangère du Sénégal aujourd'hui, Monsieur le ministre? Voilà, vous savez que l'ancrage au souverainisme ne nous empêche pas, disons, d'aller vers des partenariats diversifiés. Mais aujourd'hui, le Sénégal est ouvert à tous les partenariats, comme d'ailleurs le Sénégal l'a toujours été. Ce qui importe dans ces partenariats, c'est que ces partenariats soient établis, mais en respectant les principes de respect mutuel et, disons, davantage mutuel. En tout cas, c'est comme ça que nous voyons les choses. Donc, on n'a pas de problème, il n'y a pas d'opposition ou de hiatus entre cette souveraineté que nous réclamons et l'ouverture au partenariat. Dambabou, oui. Oui, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, dame. Plus près de nous, au Sénégal. On sait que vous parliez tout à l'heure des grands ensembles. La CEDEAO traverse une phase très difficile et les choses ne semblent pas avancer. Et il y a aussi le fait que c'est une ceinture de feu qui entoure notre pays. Comment vous comptez faire revenir les frères et sœurs qui sont partis, ou bien comment vous comptez s'occuper de ce dossier? Voilà, dans les priorités diplomatiques du Sénégal, nous considérons notre sous-région comme étant la première ceinture à sécuriser. Nous appartenons à notre voisinage. La géographie dicte ses règles. D'ailleurs, nous voyons que on a vu, disons, un développement, n'est-ce pas, des activités des djihadistes qui se rapprochent de nos frontières. Tout cela montre qu'il est important de prendre compte le voisinage. Et moi, les instructions que j'ai reçues du chef de l'État, c'est de privilégier en tout cas notre action diplomatique au niveau de la sous-région, de manière à non seulement sauvegarder, promouvoir notre sécurité, mais aussi voir aussi comment on peut développer nos relations avec tous les pays de la sous-région. Actuellement, nous faisons face à une situation où nous avons une sorte de scission au niveau de l'ancienne CEDEAO, de la CEDEAO, et il y a des pays qui se sont détachés, mais ces pays, ce sont nos voisins. Les populations maliennes, nigériennes et burkinabées, c'est des populations sœurs, n'est-ce pas, du Sénégal. Beaucoup de choses nous lient. On ne peut pas imaginer un monde où nous cohabitons, où nous n'avons pas, en tout cas, de coopération. Il y a un minimum de coopération qui doit exister. Il y a un minimum de contacts que nous devons établir. Et dans notre esprit, on a cette optique, en tout cas, cette décision, en tout cas, de pouvoir garder les relations, mais de aussi travailler à la réconciliation
entre la CEDEAO et l'AES et favoriser donc le retour, n'est-ce pas, de ceux qui sont partis à la grande famille. Parce que c'est une réalité sociologique qui est là, c'est une réalité politique, mais c'est aussi une réalité politique. Donc nous sommes tenus de faire en sorte que la famille se retrouve. Bon, il faudra être patient. Ce n'est toujours pas facile quand on a cette situation-là, mais avec tact, avec patience, avec détermination, de part et d'autre, je pense que nous pouvons arriver à une situation vraiment où les cœurs sont réconciliés, les esprits réconciliés et la grande famille reconstituée. De la même manière, vous avez parlé du monde, de la situation en Palestine. La position du Sénégal a été constante depuis pratiquement l'indépendance. Mais au-delà de ces relations avec la Palestine, dans le monde arabe par exemple, quels sont les axes? Il y a le Maroc, l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe qui jouent de plus en plus de rôles sur le plan international, sur la place diplomatique. Voilà. Alors sur la question de la Palestine, vous savez que le Sénégal joue un rôle moteur ici à l'ONU. Le Sénégal est le président du comité donc pour la sauvegarde des droits du peuple palestinien. Mais le Sénégal aussi accueille toute initiative, d'où qu'elle vienne, qui permettent donc au peuple palestinien de recouvrer ses droits. D'ailleurs, dans notre démarche, nous, en tant que président du comité, ici à l'ONU, nous avons toujours travaillé avec tous les partenaires qui peuvent jouer un rôle, avec le P5, avec les 5 membres permanents, et même avec des pays qui ne sont pas du P5, mais qui sont influents, avec les pays de la région. Je pense que c'est dans cette démarche de synergie, n'est-ce pas, qu'on peut vraiment faciliter la solution à la crise palestinienne. Même si actuellement on fait face à des blocages provenant d'un pays en particulier. Mais au-delà de la Palestine, les autres pays arabes dont je vous ai parlé, on pensait qu'il pouvait y avoir une nouvelle politique de relation avec ces pays arabes-là, ou bien les positions du Sénégal avec l'Arabie Saoudite, par exemple, les autres pays du Golfe ou le Maroc. Est-ce que c'est constant? Non, c'est constant. Et d'ailleurs, nous, dans notre démarche, dans la démarche qu'on a toujours eue, et dans la démarche même que nous recommandent les autorités, c'est de travailler avec tous les partenaires qui peuvent jouer un rôle. Avec ces pays que vous venez de mentionner, avec d'autres pays. Parce que nous pensons que c'est seulement ensemble, en convaincant, en essayant de convaincre en tout cas l'ensemble des partenaires qui sont tous mobilisés pour une solution, c'est en le faisant qu'on peut vraiment arriver à une solution durable. Bayoumar? Oui, monsieur le ministre. Face aux mutations de la société internationale, la conception de la sécurité internationale a changé, monsieur le ministre. La Charte des Nations Unies interdit désormais le recours à la force dans les relations internationales. C'est sous ce paradigme d'ailleurs que l'on a bâti le monde d'après 1945. Après les agressions israéliennes à Gaza, en Irak, au Qatar, de la Russie en Ukraine, du Rwanda en RDC, la guerre est-elle alors devenue aujourd'hui un moyen de politique internationale? Quelle est la position du Sénégal dans ces situations? Voilà, bon, nous voyons donc, comme vous l'avez si bien dit, qu'il y a des actes qui sont posés, qui vont à l'encontre des principes de la Charte, à l'encontre donc des nobles objectifs des Nations Unies, objectif qui consiste à promouvoir la paix. Donc nous voyons des comportements qui ne sont pas des comportements entre guillemets catholiques, mais c'est une réalité qui est là. Mais ce qui est important, c'est la démarche de l'écrasante majorité des membres de l'ONU. L'écrasante majorité des membres de l'ONU rejette la guerre, rejette l'agression, et le Sénégal a eu d'ailleurs à condamner tous ces actes d'agression qui ont été menés par Israël, et à travers des communiqués qui ont été faits à chaque fois qu'un fait se produit. Comme je l'ai toujours dit, vous savez, l'action diplomatique, c'est une action de patience. On peut être soumis à des hoquets de l'histoire, à des comportements qui sont anormaux. Mais il nous faut aussi garder le courage et en tout cas toujours bâtir une coalition de plus en plus grande de la paix et ne jamais être découragé par des comportements qui remettent en cause les fondements même de la société internationale. Et je pense que c'est cette posture-là qu'il faut avoir. Il faut l'avoir avec résolution, avec détermination, et je suis persuadé que tôt ou tard, la justice prévaudra. La justice prévaudra non seulement pour la Palestine,
mais dans tous les foyers de tension où il y a un agresseur et un agressé. Alors, Monsieur le ministre, dans les foyers de tension, vous aurez constaté qu'il y a également le conflit qui oppose le Rwanda à la RDC, mais vous avez également le Soudan, Monsieur le ministre. Alors, dites-nous, quelle est la position du Sénégal? Voilà, effectivement, le Soudan est très souvent un conflit qui est oublié ou bien qui est négligé. Et le Sénégal, dans sa posture sur cette question-là, c'est une posture de rapprochement de paix. C'est-à-dire que tous ceux qui sont impliqués, les acteurs qui ont été choisis par la communauté internationale, au niveau par exemple de l'Union africaine, on doit tous les appuyer pour qu'ils mènent leur mission, n'est-ce pas, à bon escient et avec des résultats tangibles. Donc nous, ce que nous pensons, c'est qu'on a un rôle d'accompagnement, on a un rôle de facilitation, et partout où nous avons l'occasion de le faire, dans nos interactions avec les acteurs de la région. Donc, c'est ce message qu'on leur lance. Un message pour qu'on essaie de rapprocher les deux parties et pour qu'on arrive à une acceptation, n'est-ce pas, des solutions qui sont proposées à l'international. Oui. Alors, Monsieur le ministre, dans la lutte contre le terrorisme, quelle est la posture officielle incarnée par l'État du Sénégal? Voilà. Pour le terrorisme, nous avons une position de principe qui est claire. Nous condamnons le terrorisme, quels que soient leurs acteurs, quels que soient leurs commanditaires, et quelles que soient aussi les stratégies qui sont utilisées donc par ceux qui les commettent. Alors, ceux qui le commettent. Et notre stratégie, c'est donc de faire en sorte de coopérer avec toute organisation, toute initiative qui vise donc à enrayer ce fléau-là. C'est un fléau qui est là, un fléau qui n'est pas né ex nihilo, mais qui est créé par des causes. Nous pensons que d'abord, il y a une action où on doit directement s'occuper et attaquer les manifestations du terrorisme, mais aussi il est important, et ça les gens l'oublient, d'attaquer les causes du terrorisme. Par exemple, si dans une région comme le Sahel, où la désertification, les changements climatiques poussent les gens n'est-ce pas, dans le désespoir, mais ces gens-là, ils deviennent des proies. Donc, il est important aussi qu'au niveau de la coopération internationale, au niveau des institutions internationales, qu'on essaie de voir comment aussi on peut promouvoir le développement, n'est-ce pas, dans ces pays, comment on peut donc fixer ces gens et leur donner espoir. Dans toute situation humaine, quand on n'a plus d'espoir, mais on est amené à prendre des positions désespérées. Donc, je pense que cet aspect-là est important, de conjuguer à la fois les deux, faire face aux effets, mais aussi faire face aussi aux causes. Oui, monsieur le ministre, si on voit au début, à l'arrivée du président Diomaye à la tête du pays, du président Diomaye Faye à la tête du pays, avec les premières rencontres avec la Chine, le Japon, la Turquie et autres, on a eu peut-être le sentiment que peut-être c'est un remplacement des anciens partenaires, ou bien en tout cas c'est une réorientation ou juste un renforcement. Non, je pense qu'il y a une mauvaise perception, parce que déjà nous avions des partenariats très établis, très forts, et qui marchent même discrètement avec la France, avec les États-Unis, avec les pays traditionnels. Donc l'ouverture à ces autres pays, mais procède de cette volonté et de cette conviction que la coopération internationale ne doit pas être exclusive, elle doit embrasser le maximum. C'est-à-dire que là, on doit procéder à des additions. Et je pense que c'est une attitude qui est tout à fait louable, qui est tout à fait justifiée. Et donc, le fait que les gens pensent que c'est une réorientation, c'est une mauvaise interprétation de la réalité. Alors, Monsieur le ministre, cette question, les Sénégalais défenseurs des droits de l'homme se sentent discriminés. Le Sénégal n'a pas ratifié le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Monsieur le ministre, le Sénégal n'a pas non plus souscrit à la déclaration de l'article 36, article permettant aux citoyens et aux ONG de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au moment, Monsieur le ministre, où d'autres Africains dont les pays sont signataires peuvent saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, qu'attendent les autorités sénégalaises pour ratifier ce texte, Monsieur le ministre? Pourquoi, dites-nous, le Sénégal n'a pas ratifié la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance? Pourquoi? Voilà, merci beaucoup Baye Omar pour la question. D'abord, je dois souligner
une chose, c'est que le Sénégal jouit d'une très bonne image dans l'observance des règles, n'est-ce pas, liées aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance. Et vous avez raison de souligner ces dysfonctionnements. Et il était déjà prévu que dès mon entrée en fonction, qu'on fasse le toilettage des engagements, n'est-ce pas, du Sénégal dans ces domaines-là et dans d'autres domaines, pour voir qu'est-ce qu'il y a à corriger, qu'est-ce qu'il y a à rectifier et qu'est-ce qu'il y a à ajouter. Et je pense que ce sera fait dans la sérénité. Et le Sénégal est auteur quand même de cette signature avec le feu Kérambe, monsieur le ministre. Oui, absolument. Non, je comprends bien votre point et comme je l'ai dit, nous allons prendre en considération tout cela et prendre les mesures idoines. Et il me semble qu'au Conseil de sécurité, pour revenir justement à cet organe, le Sénégal réclame la réforme, certes, mais on a l'impression que les conflits qui ravagent le continent ne font pas trop l'objet de discussions au Conseil de sécurité, à part parlant des missions de paix qui n'ont plus d'ailleurs en fait le soutien qu'elle espérait avoir. Voilà, vous avez raison. Vous savez que on est mal placé au niveau du Conseil de sécurité pour la simple raison que l'Afrique n'est pas dûment représentée. D'où l'insistance pour les pays africains, pour le C10 dans lequel le Sénégal est membre, vraiment de réformer au plus vite le Conseil de sécurité. Il y a aussi une autre pratique qui sévit au niveau du Conseil de sécurité, ce qu'on appelle le pen-holding. Le penholder. Même le pays qui envisage ou bien qui prend l'initiative, souvent, ce n'est pas des pays africains. Sur des questions africaines, c'est souvent des pays non africains qui ont le penholding, donc qui ont la plume. Et donc, il est important qu'on revoie tout cela. Je pense que de plus en plus, les voix s'élèvent ici au niveau des Nations Unies pour qu'on revoie un peu les choses, pour qu'on revoie non seulement la façon dont le Conseil de sécurité est organisé, mais aussi même avoir les méthodes de travail, comme par exemple quand j'ai évoqué le problème du penholding. Et c'est une question qui est chère aux Africains, et je sais ici que les pays africains travaillent de concert avec ce qu'on appelle les A3, hein, et pour se battre en rapport aussi avec les pays qui sont souvent issus des CARICOM et qui sont de la diaspora pour voir comment jouer son rôle de façon pleine pour changer l'ordre des choses. Pour bien expliquer, donc penholding, il me semble que ce sont les P5, les pays qui ont le veto et qui initient les questions à discuter, qui élaborent les documents, même quand il s'agit d'autres pays. Absolument, c'est ça. Vous avez vu juste. D'accord. Donc, Bayomar? Oui. Bonjour, monsieur le ministre, au sujet des relations internationales, vous avez expliqué nos rapports avec la France, c'est clair, c'est connu, mais qu'en est-il de nos rapports avec les BRICS? Quelle est la posture incarnée par le pays, par le Sénégal? Bon, la position du Sénégal, c'est que nous réjouissons que les BRICS se soient constitués, nous nous réjouissons que les BRICS s'élargissent. Et la bonne chose pour l'existence des BRICS, c'est de rappeler un peu aux institutions internationales, aux institutions préexistantes, qu'il leur faut réformer. Et que s'ils ne réforment pas, on risque d'avoir un autre pôle qui vient donc avec ses propres pratiques et qui risque de discréditer et d'amoindrir l'influence de ces organisations. Je pense que jusqu'à présent, les BRICS sont en train de faire du très bon travail. Je pense qu'il est bon aussi dans un monde multipolaire qu'on ait un pôle économique et financier qui est aussi puissant et qui peut donc procéder, qui peut aider à ajuster un peu l'agencement, n'est-ce pas, des organisations qui sont dans ce monde. Je pense qu'il est toujours dangereux d'avoir un peu une sorte de monopole, hein, parce que quoi qu'on puisse dire, les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI sont un peu le monopole de l'Occident. C'est le monopole de ces pays qui ont été vainqueurs à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il est important qu'on puisse avoir ces développements-là. Alors, est-ce que les Africains ne devraient pas être encore plus vigilants et plus ambitieux quand il s'agit de ce qui se passe en dehors du continent? On a vu avec les effets de la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte que les conflits peuvent être
lointaines sur le plan géographique, mais leur impact est là dans notre vie de tous les jours. Absolument. Non, sur ce plan-là, moi, il y a une chose que je pense qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, c'est l'une de mes ambitions en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est de parler à mes collègues africains, ministres des Affaires étrangères africaines, pour leur convaincre qu'il nous faut, en tant qu'Africains, à chaque fois que cela est possible, d'avoir une voix commune. Je pense que si nous parlons tous d'une voix unique et forte, je pense que nous allons peser beaucoup plus lourd. Parce que nous avons les mêmes intérêts, nous sommes soumis aux mêmes conditions, nous subissons la même iniquité de l'ordre international, nous subissons les lois du marché dictées par d'autres, mais avec le nombre que nous avons, je pense que nous pouvons, non seulement sur le plan politique ici au niveau des Nations Unies, sur le plan diplomatique, mais sur le plan économique et financier, mais arriver à nous affirmer et à dicter aussi nos règles. Parce que dans le concert des États, mais c'est une confrontation qui est là. Et ne nous y trompons pas, chaque État est là pour protéger, pour promouvoir ses intérêts. Il faut que les Africains comprennent que aucun d'entre eux ne peut seul, prévaloir. Il leur faut donc se réunir, parler d'une voix forte, et c'est seulement à cette condition-là que l'Afrique peut faire le pas, que ça soit sur l'Ukraine et sur toute autre question. Toujours pour embrayer sur cette question, dame, si vous le permettez, Monsieur le ministre, cette revendication d'une place pour l'Afrique au Conseil de sécurité, on a entendu le chef de l'État sénégalais exiger cette revendication. Alors, comment traduire en acte cette posture qui est devenue une posture africaine aujourd'hui également? Voilà, je pense que le président, en le disant, il fait honneur à la position du Sénégal, il fait honneur au fait que le Sénégal fait partie, n'est-ce pas, des leaders sur cette question, parce que le Sénégal fait partie du comité des 10 sur la réforme du Conseil de sécurité. Et il est donc important, n'est-ce pas, que cette exigence rappelée par le président puisse être respectée. Et je pense que nous devons nous battre, n'est-ce pas, pour cela. Déjà, je pense que pour y arriver, ce qu'il nous faut d'abord, c'est de la patience. Il faut avoir comme je l'ai dit d'abord, que les pays africains parlent d'une seule voix. Par exemple, ici au niveau des Nations Unies, nous avons ce qu'on appelle les négociations intergouvernementales qui se tiennent chaque année. Et nous avons des groupes d'appartenance. Alors, le groupe africain a un groupe qu'on appelle, c'est le groupe africain. On a une position, mais il a été constaté qu'il y a des pays africains qui font partie du groupe africain, donc, mais qui sont dans d'autres groupes dont les positions sur la réforme ne correspondent pas à ce que cherche l'Afrique. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il est important que cette question-là soit adressée. Je pense qu'il est même important que les chefs d'État et de gouvernement africains rappellent à l'ordre certains de leurs membres, en tout cas de certains pays africains, pour qu'ils s'alignent entièrement sur la position africaine et évitent l'émiettement. L'émiettement des positions, alors qu'on a une position commune, n'est pas favorable. Et d'ailleurs, on a vu que grâce à l'engagement, n'est-ce pas, des pays africains sur cette question-là, mais nous voyons de plus en plus un soutien extérieur. De plus en plus de pays et de groupes se sont levés pour affirmer leur appui à la position africaine. Donc, bottom line, ce qu'on a à faire, c'est d'être patient, de continuer à discuter. Et voilà, et je pense qu'en le faisant avec détermination, on va y arriver. Dans les années 70, on voyait que l'Afrique était presque en coordination très forte avec les pays arabes, avec le tiers-monde qui se positionnait avec la conférence islamique et d'autres organismes. Mais depuis quand même peut-être 10 ans, 20 ans, on a l'impression que le monde arabe et l'Afrique, il n'y a plus de coordination. Voilà. Non, je partage votre point de vue, dame. Je pense que de plus en plus, il faut d'abord faire en sorte que les organisations d'appartenance comme l'OCI, comme le NAM, comme le G77, soient beaucoup plus, n'est-ce pas, que leur engagement soit beaucoup plus fort, qu'ils assument davantage leur position et qu'ils essaient de peser. Parce que ce qu'on voit, c'est que nous avons le nombre, mais nous n'avons pas l'efficacité. Et par exemple, sur ce qui est, par exemple, la jonction pays arabes, pays africains, mais c'est un potentiel qui est là, qu'on peut exploiter. D'autant que nous avons même un pont entre les deux. Nous avons des pays qui sont à la fois africains et arabes. Donc,
on devrait pouvoir construire quelque chose de solide, mais tout cela relève donc disons, du sens de l'initiative des États. Et je pense que si les États ont ce sens de l'initiative, on peut bâtir vraiment des partenariats extrêmement forts. Peut-on s'attendre à des initiatives sénégalaises dans ce sens? Ah oui, en tout cas, nous avons dans notre panier beaucoup de projets. On va les dérouler un à un. J'ai déjà commencé à rencontrer mes collègues, surtout mes collègues du Sud. J'en ai rencontré qui sont du Moyen-Orient, qui sont de l'Afrique. Bon, bien sûr, j'ai aussi rencontré d'autres qui sont de l'Europe. Mais moi, ma démarche, c'est de faire en sorte de rallier tous mes collègues ministres des Affaires étrangères vraiment à une action recentrée de la diplomatie africaine. Parce que moi je crois à la diplomatie africaine. Et comme le titre, d'ailleurs, l'intitulé de mon ministère le suggère, je suis le ministre de l'intégration africaine. Or, l'intégration africaine, bien sûr, au finish, on pense à l'intégration économique, mais aussi à une intégration diplomatique, une intégration politique. Il faut donc qu'on discute, qu'on voit ensemble comment on peut mener des initiatives ensemble, engager des fronts ensemble et pour me répéter, avec un front unique. Et c'est ainsi, je pense qu'on peut arriver à avoir des résultats probants. Bayoumar? Alors, Monsieur le ministre, vous avez en charge également les Sénégalais de l'extérieur. Nos compatriotes sont confrontés à de moultes difficultés. Alors, dites-nous, quelle est la stratégie dégagée pour résoudre un tant soit peu les problèmes auxquels ces Sénégalais sont confrontés? Voilà, Bayoumar, vous avez vu même que dans l'intitulé de mon ministère, l'adjonction des Sénégalais de l'extérieur est clairement mentionnée, bien que même sans que ça soit mentionné, ça fait partie de mes attributions. Ça montre l'importance que le gouvernement attache au traitement des Sénégalais de l'extérieur. Et nous avons aussi un secrétaire d'État dont la mission dédiée est de s'occuper des Sénégalais de l'extérieur. Quand je suis venu au département, j'ai déjà vu que des initiatives ont été en tout cas arrêtées. Et d'ailleurs, il y a une journée de la diaspora qui sera célébrée le 17 décembre. Et avant la tenue de cette journée, il a été demandé aux représentations diplomatiques et consulaires de mener des consultations pour recueillir toutes, en tout cas, les suggestions, toutes les initiatives qui pourraient être prises pour le mieux-être disons, des Sénégalais qui sont à l'extérieur. Déjà, je vois que le secrétaire d'État est en train de faire du très bon travail. J'ai vu qu'il est en train de faire un maillage. Ce maillage, on va le poursuivre. Et donc, j'espère bien que le 17 décembre, on arrivera à un ensemble, n'est-ce pas, d'initiatives pour assister la diaspora, mais en tenant compte surtout de leurs vœux, de leurs préoccupations. Je pense qu'il est important que des solutions soient apportées en partant, n'est-ce pas, des vœux et des préoccupations de nos compatriotes, plutôt que du contraire. Donc, on va continuer à se battre à ce niveau-là. Monsieur le ministre, la réciprocité a été également annoncée. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Voilà, c'est sûr que puisque ça a été annoncé, ce sera exécuté. C'est une décision des plus hautes autorités. Donc nous, notre tâche, c'est de veiller à l'exécution. Mais moi, je me souviens bien, on avait instauré au début du magistère du président Abdoulaye Wade, mais après, il y a eu des combats avec les ministères du tourisme et autres pour enlever les visas pour certains pays. Est-ce que vous avez envie d'y revenir? Voilà, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je pense que dans un gouvernement, il faut qu'il y ait de la collégialité. Si vous avez bien suivi ma passation, j'ai insisté sur la collégialité du gouvernement. Je pense qu'il est important à chaque fois que des actions qui engagent l'État, mais aussi qui engagent les différents départements ministériels, qu'il y ait cette collégialité et cette harmonie dans les positions et dans l'exécution des décisions. Je pense qu'en le faisant, on évitera toute difficulté. Et les collègues que j'ai rencontrés récemment, en tout cas, me donnent la certitude que ce sera le cas, que nous allons travailler de concert. Alors, si on parle des Sénégalais de l'extérieur aussi, on sait que les pays voisins accueillent le plus grand nombre de Sénégalais. Donc, cette politique de bon voisinage, au-delà des crises dont on parlait, qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous comptez initier comme des pays comme la Gambie, comme la Mauritanie et autres? Voilà. Alors, nos compatriotes dans ces pays-là sont dans des pays vraiment frères. Nous comptons travailler
sur le plan institutionnel avec nos vis-à-vis, en tout cas pour qu'ils comprennent, et d'ailleurs ils le comprennent, n'est-ce pas, que nous sommes des peuples frères, et donc nous devons tout faire pour faire en sorte que la qualité de relation qu'on a sur le plan politique, que cette qualité de relation aussi se rejaillisse sur la vie de nos compatriotes, de leurs compatriotes vivant dans notre pays et de nos compatriotes vivant dans leur pays. Je pense que déjà j'ai eu à rencontrer 3 collègues de la sous-région et cette question-là a été évoquée et c'est comme cela que nous entendons, n'est-ce pas, coopérer et collaborer. Baymar. Alors, Monsieur le ministre, un cas, celui de la demande des visas par nos compatriotes qui rencontrent beaucoup de difficultés, même si on le sait, c'est pas une obligation pour la délivrance de ces visas par ces États. Mais alors, comment comptez-vous faire pour respecter également les droits des Sénégalais à ce niveau? Voilà, d'abord, il faut comprendre que l'octroi des visas, c'est une chose qui ne dépend pas de nous, mais ça ressortit un peu de la souveraineté des pays qui l'octroient. Quand on demande, on peut accepter comme on peut refuser. Voilà. Mais ce qu'il faut peut-être éviter, c'est qu'il y ait, disons, de l'abus dans cette pratique-là. Et je pense qu'il est bon aussi qu'on instaure un dialogue entre, par exemple, mon ministère et les consulats qui délivrent ces visas-là, en tout cas pour les sensibiliser à ce qu'il conviendrait de faire, mais sans pour autant enfreindre leurs droits que leur réserve, n'est-ce pas, leur souveraineté. L'octroi du visa est un acte souverain, mais là, on ne peut que dialoguer et sensibiliser. Alors, Monsieur le ministre, au final, êtes-vous satisfait de cette session, la 80e du genre, surtout par rapport à la participation du Sénégal? Effectivement, je suis très satisfait. D'abord, satisfait par la teneur de l'allocution du président de la République. Satisfait aussi des positions qu'il a eu à défendre, à affirmer lors de ses audiences avec des chefs d'État et de gouvernement, avec nos partenaires. Je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est que le Sénégal a parlé non, de principes universels, principes de paix, de justice, d'équité et de solidarité internationale. Et il ne faut pas oublier que notre pays, c'est un petit pays démographiquement et par la taille physique, mais le Sénégal est une grande voix diplomatique qui est écoutée. Moi qui ai été ici ambassadeur à l'ONU pendant 7 ans, je suis bien placé pour le faire. Nous avons des valeurs qui sont respectées et qui sont écoutées. Et ensuite, je suis fier aussi de ce qui a été dit sur la réforme du Conseil de sécurité, en demandant que l'Afrique soit représentée de façon digne. Parce que en le faisant, le Sénégal ne défend pas seulement ses intérêts nationaux, mais le Sénégal défend les intérêts du continent, de la jeunesse africaine, défend même quelque part les intérêts du monde. Ensuite, un autre aspect qui m'a le plus plu, c'est qu'on a prôné et défendu une diplomatie au service du développement. C'est-à-dire qu'en faisant en sorte que le Sénégal, que les relations extérieures soient transformées en opportunités concrètes. C'est d'ailleurs un peu le sens des discussions que le chef de l'État a eues avec ses partenaires. On a toujours prôné des investissements, des partenariats. Les jeunes aussi n'ont pas été oubliés. On a parlé de transfert technologique, d'intelligence artificielle. Donc, il est important dans notre diplomatie, non seulement de construire des ponts politiques, des ponts diplomatiques, mais aussi de penser à chaque fois que la mission diplomatique doit aussi avoir un impact dans la vie quotidienne des citoyens. Enfin, le Sénégal a montré, en tout cas, une posture de responsabilité, en montrant que le Sénégal peut naviguer dans les incertitudes internationales. La sécurité au Sahel, les guerres, les crises économiques. On a toujours eu à défendre des positions de principe et ces positions de principe nous honorent. Voilà ce que je peux dire sur la... Alors, venons-en maintenant, Monsieur le ministre, à l'institution elle-même. Je vous parlais des Nations Unies confrontées à un énorme déficit financier aujourd'hui. Son fonctionnement pose problème et beaucoup d'institutions ont été même supprimées. Alors, en est-on arrivé à l'heure des réformes et quelle alternative pour cette institution mondiale? Voilà, il est bien vrai que depuis quelques années, nous assistons à une crise budgétaire aiguë, du fait notamment du comportement de certains États et d'un État
en tout cas à ne pas honorer à temps, en tout cas, ses obligations financières. Donc nous avons une crise budgétaire qui est là. Et là, je voudrais d'ailleurs féliciter le secrétaire général Antonio Guterres d'avoir pris des mesures courageuses vraiment pour faire face à cette situation. Dites-nous, est-ce que le Sénégal est en règle par rapport à ses obligations, surtout au sujet des cotisations? Et d'ailleurs, on a même payé en avance. Et nous avons, si je me rappelle bien, avant de quitter New York, avant ma nomination, je pense même qu'on avait de l'argent en réserve, n'est-ce pas, pour faire face à ces obligations-là. D'abord, il y a le budget ordinaire de l'ONU, mais aussi il y a le budget des opérations de maintien de la paix. Il y a aussi des mécanismes pour lesquels le Sénégal a toujours partagé. Et même quelquefois, on n'est pas forcément tenu de cotiser pour ces mécanismes-là. Mais le Sénégal a été présent, d'où la respectabilité que le Sénégal a à l'ONU. Ma dernière question sur le Conseil de sécurité, c'est que quand on commençait à évoquer la nécessité d'une place de l'Afrique, il y a certains pays occidentaux qui disaient même si on vous accordait cette place-là. Absolument, cette question nous a été posée à plusieurs reprises. Mais quelque part aussi, certains pays aussi le font pour créer un peu la division. Mais l'Afrique a décidé de s'arroger le droit de désigner son représentant. Alors, ils disent que voilà, que la charte ne prévoit pas cela, mais une charte n'est pas figée dans le marbre. Si une charte ne correspond plus aux réalités du jour, mais on doit pouvoir modifier ce qui est modifiable. Donc, moi, ce que je dis sur cette question-là, c'est que l'Afrique doit rester ferme, éviter, n'est-ce pas, de fissurer ses positions, notamment cette position-là. Et déjà, beaucoup de pays comprennent cela et l'acceptent. Je pense qu'il nous faut tenir bon. Bayomar? Alors, Monsieur le ministre, sur ce sujet quand même qui a secoué les médias, je veux parler justement de ce quoi qui a été constaté. Quelle explication à votre niveau, surtout au niveau protocolaire? Voilà, moi-même j'ai pris le soin de vérifier ce qui s'est réellement passé. Et je suis bien placé pour le faire parce que moi-même j'ai présidé une session, n'est-ce pas, à l'ONU. Si vous voyez bien, quand le président a présenté son allocution, c'est moi-même qui lui ai donné la parole. Donc, visuellement, je sais comment ça se passe. Et j'ai présidé aussi auparavant, quand j'étais représentant permanent. Alors, quand un chef d'État doit présenter son allocution, le chef de l'État concerné se dirige vers le pupitre sans note, sans papier. Vous ne verrez pas quelqu'un tenir son papier. Alors, au moment où il arrive sur le pupitre, normalement, un agent du protocole onusien doit pouvoir le mettre sur la table. C'est ce que j'ai moi-même noté quand j'ai présidé la séance le jour où le président présentait. Ce qui s'est passé, c'est que l'erreur est humaine. L'agent onusien qui devait le faire a oublié ou a été distrait. Et voilà, c'est tout. Alors, moi, je n'ai pas compris tout le bruit qui a été fait. Mais je me dis aussi que quelquefois, quand on ignore, on ne peut que se livrer à ces spéculations. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, sans plus, sans moins. Alors, Monsieur le ministre, une session de ce genre occasionne des rencontres, notamment sur le plan économique, parce que la diplomatie, c'est également une dimension économique. Alors, que peut espérer le Sénégal sur le plan économique à l'occasion de cette session 80e du genre de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue à New York? Voilà, mais beaucoup. Vous savez, la session des Nations unies, c'est une session diplomatique. Les discours qui sont faits à l'AG, c'est des discours qui sont diplomatiques. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est une session, c'est des instances où nous avons beaucoup de chefs d'État qui se côtoient. Et nous pouvons, et souvent on en tire profit en organisant des B2B, des rencontres bilatérales. Et c'est lors de ces rencontres bilatérales que beaucoup de questions sont réglées. Par exemple, nous avons eu des rencontres avec des pays comme par exemple le Koweït où des choses intéressantes ont été annoncées. Il y a eu des contacts avec des organisations, n'est-ce pas, privées, avec donc des contrats qui ont été signés. Le président est venu avec certains ministres qui eux-mêmes avaient des activités et des choses ont été obtenues extrêmement intéressantes. Le moment venu, ces ministres feront le bilan. Donc, on profite de l'environnement, n'est-ce pas, où il y a une présence forte de ces délégations pour faire des B2B. Moi-même, j'ai eu à le faire avec mes collègues
Et c'est de ce point de vue-là, c'est extrêmement utile. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec Monsieur le ministre Tchernia Dambabou. Merci également. Merci Bayomar, merci Dame. Monsieur le ministre, ça a été un réel plaisir. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour cet entretien. Un grand merci depuis New York où vous vous trouvez pour les besoins de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies avec la participation sénégalaise. Quel enseignement faudrait-il en tirer? Le bilan nous a été livré par le ministre sénégalais de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Dame Tchernia. Merci depuis New York. Merci Bayomar, merci Dame. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale. Excellente écoute sur la 98.5. Vous y restez cette fois-ci. C'est dans le cadre de Dianobi avec El Hadji Malick Ndiaye qui reçoit Boubacar Ba. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé